You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. Être riche et paraître riche, des fois ça peut totalement matcher. C'est-à-dire que tu peux avoir le compte en banque de Bill Gates ou alors de Elon Musk et afficher de façon ostensible que tu l'as et on te croit. Sauf que dans la société dans laquelle nous sommes, où le paraître a fini par compter plus que l'être, et c'est presque une question philosophique, en fait très souvent, et on le voit dans la vie même de nombreux influenceurs, le principal devient de paraître riche, de paraître ce qu'on ne l'est pas forcément. Parce que dès qu'on paraît sur les réseaux sociaux, pour les gens, on y est, ça peut donner un sentiment de pouvoir et ça peut aussi créer un comportement autodestructeur, comme ce qui se passe actuellement avec la carrière de Sean Kingston, qui est devenue de plus en plus inquiétante en fait. Il est passé du petit rappeur, chanteur, toaster jamaïcain qui était là pour vous faire danser l'été, au mec dont tout le monde se moque pour les nombreuses... Franchement, je voulais même mettre ma tenue de juge en fait, vraiment. Pour les nombreux abus financiers qui sont les siens, et dans sa quête de gloire et de paraître, il est paradoxalement devenu l'homme dont on se moque parce qu'il semble afficher une richesse qui ne correspond pas à sa réalité. Pourtant, l'histoire de Sean Kingston commence de façon presque incroyable. Quand il arrive en 2007 dans l'écosystème et qu'il s'assoit devant tout le monde pour expliquer comment il en est arrivé là, on est tous choqués, on est tous surpris. Parce qu'en fait, c'est un petit garçon qui est né en Jamaïque, qui a connu une enfance un peu difficile, plutôt mouvementée. Sauf que dans cette enfance, c'est ce qu'il nous dit au début, il avait quand même son fabuleux grand-père, Jack Ruby, qui était donc un musicien jamaïcain super connu qui a produit pour de nombreuses légendes en Jamaïque, comme Burning Spears. Il a aidé à développer la culture du sound system dans le pays. Et donc quand son petit-fils débarque sur la scène musicale américaine et qu'il nous apprend qu'il a tout appris de son grand-père, qu'il était là tout petit à voir comment son grand-père produisait de grands albums, son grand-père lui disait fais attention, l'industrie c'est compliqué, mais je sais que tu vas y arriver. Quand ça se passe comme ça, tout le game semble être pris d'affection pour Sean Kingston, surtout que sa vie jusqu'à récemment n'était pas facile. Sa mère et sa sœur, et retenez bien, étaient en prison à ce moment-là. Elles étaient accusées d'évasion fiscale et d'avoir fraudé une banque américaine, donc il s'était retrouvé plus ou moins seul dans la rue. La seule chose qu'il avait, c'est que sa mère lui avait acheté un matériel musical pour commencer à travailler. Il va aller chez la famille, ça va pas bien se passer, il va devenir une sorte de princesse Sarah, donc il va se dire non, je sors de là, je vais me débrouiller par mes propres moyens. Et un jour, alors qu'il se fait briser le cœur par une fille au lycée, il écrit la chanson Beautiful Girls qui devient une de ses premières démos. Il se met sur MySpace et il commence à l'envoyer à absolument tout le monde. Swissbeat, Timbaland, Jermaine Dupri, à tous les producteurs possibles et imaginables. Il va justement tomber à l'époque sur J.R. Time qui était le producteur qui venait le produire, entre autres Express de Rihanna. Il va lui envoyer des tonnes de messages et finalement un jour, le frère de J.R. Time va tomber sur un des messages. Il va écouter la chanson, il va se dire... Ce petit-là qui a 16 ans, il a un truc, il va le faire venir en studio, ils vont travailler, retravailler la chanson Beautiful Girls. Et à l'époque, tout le monde est plus ou moins unanime. C'est un hit. C'est pour ça qu'on le signe sur le label et qu'on le sort l'été 2007. Alors cette chanson va cartonner, mais en fait je pense que, et ça ne devrait pas vous surprendre, moi j'ai toujours pensé dès que j'ai vu Sean Kingston qu'il serait un one hit wonder, et surtout quand j'ai écouté l'album après. Je vais vous expliquer, c'est-à-dire que Beautiful Girls pour moi est un titre un peu doo-wop. Bien sûr que vous entendez quelqu'un toasté avec ses influences un peu R&B et qu'il a effectivement cette vibe caribéenne dans la manière dont il pose, mais en réalité c'est un titre un peu pop doo-wop avec une sonorité rétro en fait. C'est pas vraiment un titre actuel. Je pense que quand ils le signent, ils se disent on a un tube, mais après il faut lui construire une identité artistique, et nous sommes dans une période de transition en 2007, c'est-à-dire qu'on a eu plein de sons reggae, et je vous ai expliqué ça dans la vidéo, entre autres sur Brick and Less. Il y avait Sean Paul et ce genre d'artistes qui ont cartonné aux États-Unis dans la première partie de la décennie, et sur cette partie-ci, quand le son se popise, quand ça devient plus électro, c'est beaucoup plus difficile de trouver une identité, et toutefois il va contredire mes impressions de l'époque, parce qu'il va quand même réussir dans la mouvance de son succès à avoir d'autres mini-singles qui vont bien marcher, comme par exemple Me Love, ou encore Take You There. Il va aussi apparaître sur le fameux single d'une de mes préférées de l'époque, à savoir Natasha Bedingfield.
L'album va faire 500 000 ventes, c'est plutôt bien pour un premier album d'un jeune de 17 ans. Le label est plutôt content, mais c'est aussi à partir de là qu'effectivement, même s'il avait déjoué les premiers pronostics, on commence à un peu fouiller plus dans sa vie. Et la première chose qui va tomber, c'est que sa petite histoire du début, qui avait ému l'Amérique et les musiciens, était totalement fausse. Logique. C'est-à-dire qu'effectivement, son grand-père c'est Jack Ruby, mais l'histoire selon laquelle son grand-père l'aurait conseillé, aidé, soutenu, et qu'il était là quand son grand-père enregistrait de très très gros classiques, était totalement fausse, parce qu'en réalité, son grand-père meurt en 1989 et que lui naît en 1990. À part si lui et son grand-père se parlaient par télépathie ou par esprit, ce qui peut exister, je ne sais pas, peut-être que ça existe. Je sais que certains vont me dire que oui, bon, peut-être ça existe. Mais en tout cas, dans le monde dans lequel nous sommes, où il racontait que lui et son grand-père se voyaient en studio, n'était pas vrai. Ça va commencer à devenir une petite blague. Mais il va prendre du muscle et il va même montrer qu'il avait une vision. C'est-à-dire qu'il va commencer à s'impliquer dans plusieurs autres projets du producteur J.R. Rotem. Et quand on va vouloir lancer Jason Derulo, qui était un autre protégé du producteur, il va coécrire le fameux premier single What You Say. Et lui-même va aller chercher un autre artiste qui va se mettre à produire, qui s'appelait donc Ayas. Il va le produire et ils vont sortir donc le premier single Replay. Franchement, en très peu de temps, le mec commence à s'installer dans le game et il ne fait pas que s'installer seul en fait. Il met des pions par-ci par-là, l'écriture, la coécriture, la production et finalement il enchaîne sur son second album en 2009 qui était censé s'appeler Tomorrow. Le premier single s'appelait Fire Burning et ça va être un autre succès. Mais justement, l'après-Fire Burning va quand même montrer que la machine avait du mal à continuer à refonctionner. Non seulement tous les autres singles de Tomorrow vont flopper, mais en fait, ils ne vont pas réussir à trouver la formule de Sean Kingston pour s'adapter réellement à cette ère de la pop dance. Toutefois, le flop de l'album qui va faire moins de 100 000 ventes n'atteint pas tout de suite son image. Il va avoir un autre succès en collaboration avec Justin Bieber qui s'appelait Inimini. Ils vont se lancer dans une tournée qui va un peu réchauffer son image et il va même annoncer qu'il y aura un album commun entre lui et Justin Bieber, ce qui était vraiment très bien pour lui en fait, avoir une espèce d'artiste pop très très populaire auprès des jeunes avec lequel il fait une fusion dans ce moment-là en plein 2010 et c'était parfait pour essayer de redorer son blason et faire illusion le temps de trouver une véritable identité artistique à proposer au public américain. Sauf que c'est exactement à ce moment-là que les problèmes vont commencer. La première chose qui va lui arriver, c'est une plainte pour viol. Une femme va l'accuser de l'avoir violée avec son garde du corps et deux autres hommes, ils étaient 4 sur elle. Elle va dire qu'elle était totalement inconsciente, qu'elle n'a pas pu se défendre, qu'elle n'était pas libre de ses mouvements et elle va déposer plainte. Tout de suite dans un climat pareil, l'équipe de Justin Bieber va fuir, ils évitent les problèmes et la mixtape va être annulée. De son côté, il va se défendre médiatiquement en disant que c'est une femme qui était plus ou moins professionnelle de ça, qu'il a eu des rapports avec elle et effectivement avec son garde du corps, mais que tout était consenti et qu'en fait, elle a essayé de faire ça à plusieurs autres artistes et que ça n'a jamais pris. Let me remind you, this same girl tried to sue Pretty Ricky like 2 months before, like a couple months before me. Dans un premier temps, la justice américaine va plus ou moins aller dans son sens. On va rejeter la plainte de la jeune dame et Sean Kingston va plus ou moins continuer sa carrière normalement. Sa mère va sortir de prison, sa sœur va sortir de prison. Il va leur acheter à chacune des Bentley. Il va acheter à sa mère une maison et comme souvent, il va vouloir le montrer à son public et montrer qu'en fait, il a réussi et c'est plus ou moins normal qu'il profite. Dans le même temps, il va avoir un single qui va plus ou moins marchouiller avec Nicki Minaj. Clairement, il n'y a plus l'emphase du début autour de lui jusqu'au jour où en 2011, il va faire le buzz parce que partout sur la toile, il sera annoncé que Sean Kingston est mort. En fait, il avait fait un accident en roulant à pleine vitesse sur son jet ski. Les photos étaient terribles, ça va risquer de lui coûter la vie. C'est pour ça que certains médias vont annoncer qu'il est mort. Mais finalement, il va s'en sortir. Il va faire des interviews un peu à l'américaine pour dire que je suis de retour. Dieu m'a donné un nouvel espoir, une nouvelle vie. J'ai la chance de rentrer en studio, de retrouver ma passion. Et d'ailleurs, j'étais plus ou moins dans un espace temporel où le Seigneur m'a parlé, dont je sais que la musique c'est fait pour moi. C'est pour ça que je fais un retour et que mon prochain album va s'appeler Back to Life, Retour à la vie, qui était donc prévu en 2013 avec un single en collaboration de Chris Brown. Son retour à la vie était réel, mais le message n'a pas touché les fans et c'est à partir de là
que son portefeuille a été touché, tout simplement parce qu'il semblait y avoir une sorte de dichotomie dans la vie du jeune artiste, à savoir que ses revenus avaient commencé à chuter depuis quasiment 2009, nous étions en 2013, mais son train de vie n'avait pas changé. La première alerte va se faire par le fisc américain en début 2013. On va lui réclamer 114 000 $ et faire une hypothèque sur sa maison s'il ne rembourse pas. Et 2 mois après, ce sera au tour des 2 voitures de sa mère et de sa sœur qui seront reprises par l'entreprise qui les avait louées, parce qu'effectivement c'était des voitures louées, qui lui réclamait 25 000 $ de non-paiement, et il va réussir à les régler. Mais les charges vont devenir de plus en plus lourdes parce que la même année, la fille qui lui avait porté plainte pour viol en 2010 et qui avait déjà atteint son image va revenir sur le devant de la scène pour une compensation. Elle va demander 5 millions de $ et cette fois-ci, pour sauver son image, selon ses dires, il va être obligé donc de régler l'affaire à l'amiable et donc de sortir le chéquier. You go through all that, you're gonna have to spend more money on lawyers, you're gonna have to go through. I said, listen, man, just give her 100,000. I'm saying I just paid it off just to get it. But... Et cet événement en réalité va conduire à ce qu'on appelle plus ou moins la chute drastique de l'image de Sean Kingston. Parce que ce n'est pas tant le fait qu'il floppe, c'est que depuis cette histoire, Sean Kingston ne fait la une des médias que pour ses dossiers financiers. En mars 2014, on va lui reprendre 2 de ses voitures, dont une Bentley, parce qu'il n'avait pas pu faire les paiements. 5 mois après, c'est un joaillier de New York qui va lui porter plainte parce qu'il n'avait pas réglé tous les bijoux qu'il avait pris chez le joaillier entre 2008 et 2013. Bien sûr, le joaillier lui laissait au début parce qu'il savait que Sean Kingston était plus ou moins une star. Et dès que les paiements vont commencer à cesser d'arriver, il va le traîner devant la justice. Rembourse-moi mon argent et point barre, c'est tout. Là, vous vous dites certainement que ça commence à faire beaucoup, mais ce n'était rien par rapport à ce qui va lui arriver en 2015 parce qu'encore une fois, un autre joaillier lui porte plainte et cette fois-ci, c'est pour une montre. Une montre qui coûtait, selon le joaillier, 250 000 $. Sean Kingston n'a rien payé et quand il va arriver devant le tribunal, il va dire au tribunal qu'il n'a rien payé parce qu'il trouvait que la montre était beaucoup trop chère par rapport à ce qu'elle valait réellement. Sauf que tu as accepté de prendre la montre, il faut que tu payes et c'est exactement ce qui va lui être exigé. Et il va donc se retrouver dans une situation hyper compliquée, c'est-à-dire qu'il va commencer à faire des concerts pour pouvoir rembourser ses dettes, sauf que ces dettes vont continuer à s'aggraver. The biggest rumor to me is like, oh, Sean Kingston's broke. Oh, he has $500 in his bank account. Are you guys serious? Oui, parce que début 2015, alors qu'il n'avait même pas encore fini de régler tous les précédents paiements, c'est maintenant un joaillier texan qui va porter plainte pour une Rolex qu'il avait vendue à Sean Kingston et qui ne lui avait pas été remboursée. Et là encore, le juge va ordonner à Sean Kingston de tout payer. Et en fait, vous voyez que sa situation est particulière parce qu'il n'a plus de gros hits singles. Donc vraiment, il vit pour rembourser ses hits. Et un soir, alors qu'il va sortir avec Meek Mill et The Game, on va justement lui voler une partie de ces bijoux-là pour un montant de 300 000 $. Ça va créer un immense bif sur Internet parce que Meek Mill aurait dit selon The Game que c'était un des amis de The Game qui avait volé les bijoux. The Game va les laver sur Internet et Sean Kingston va essayer de lui répondre. Mais là encore, les internautes vont se foutre de sa gueule. You a stripper, the whole world know what you about, hoe ass nigga. You trying to sell some albums. How the fuck you look beefing with a pop star, nigga? What was that, white gold or bronze? Parce qu'il n'avait pas vraiment l'image de ce qu'il essaie de renvoyer en fait. Le gangsta très sûr de lui, très riche, qui connaît la rue, qu'il essaie de vendre n'est pas du tout à l'image du petit garçon qu'il est en réalité. Et d'ailleurs, la vidéo m'a toujours paru hilarante parce qu'il s'énerve et à un moment il tape sur la table et on voit qu'il a mal. L'affaire va lui attirer d'énormes railleries parce qu'en plus, sa mère va venir sur Twitter pour demander à ce qu'on lui rende les bijoux. Et encore une fois, on voit la déconnexion en fait entre le gars qui essaie de jouer le dur et c'est finalement sa mère sur Twitter qui vient demander à des voleurs de lui rendre les bijoux. C'était complètement incohérent. Ce qui était un vol, il était effectivement une victime, au vu de son attitude, va devenir un moyen de se moquer encore une fois de lui. Sean Kingston, why? Rough. I don't know. Why? Nobody looks at you in that way. Nobody thinks of you in that manner. In fact, when you get robbed and stuff, we say things like, now, why would somebody rob Sean Kingston? Serious question. Does social media make you feel like you have to be tough? Et pour finir, vu que l'affaire va s'engrainer dans des histoires de gangs, lui-même va fuir cette histoire de bijoux. Il va abandonner son truc de 300 000 $ et ne plus coopérer avec la police pour ne pas se retrouver dans des trucs beaucoup trop compliqués. Et là, vous dites certainement que bon, franchement, avec autant d'histoires derrière lui, il a dû apprendre et arrêter surtout de s'embourber avec de la camelote. Sauf que Sean Kingston, lui, il aime la camelote. C'est pour ça qu'en 2017, maintenant un joaillier de New York, c'est à savoir qu'il va vraiment nous faire tous les États américains, qui va contacter la justice pour dire que sa mère et lui ont pris des bijoux de plus de 30 000 $ et qu'ils n'ont toujours pas remboursé. Are you fucking dumb?
Are you fucking dumb? Clairement, en 2017, on était dans le total grotesque. C'était pas possible que quelqu'un de normal enchaîne autant d'affaires sans jamais se remettre en question. Et c'est exactement ce qu'il va prouver lors de son interview avec TMZ, en fait. Il va chez TMZ qui lui demande, en fait, pourquoi vous avez autant de problèmes avec les joailliers? Et là, il va expliquer un truc incroyable. Il va dire que c'est la faute des joailliers. Time in your career where stuff gets slowed down and you know, you're not doing as much shows, and the jeweler is supposed to be able to say, okay, you know what, since you spent over $1 million, let me wait till everything, you know, get right, and just be like, okay, cool. Bah oui, quand Sean Kingston était super riche, effectivement, il leur avait donné $1 million en bijoux. Déjà, le simple fait de dire qu'il a payé des bijoux de $1 million, bon, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais moi, ça me paraissait déjà dingue. Mais en plus, dire que oui, j'ai payé des bijoux de $1 million, maintenant, il peut bien attendre si j'en prends d'autres sans payer tout de suite, c'est complètement fou, parce qu'aucun business model ne marche comme ça, et il n'arrive toujours pas à se rendre compte qu'il y a une déconnexion entre son niveau de vie de 2008 et celui qu'il a actuellement. C'est pour ça que l'année d'après, il y a encore un joaillier, cette fois du Texas, parce que je crois qu'il doit avoir des joailliers dans tous les États qui continuent à lui offrir des bijoux, qui va porter plainte cette fois-ci pour $100 000 parce qu'il avait fourni des bijoux à Sean Kingston et que Sean Kingston n'a pas remboursé. Vous êtes censé vous dire là tout de suite que c'est trop, mais je vais vous épargner le fait qu'en 2020 et en 2021, Sean Kingston le même a encore une fois eu droit à 2 autres joailliers qui lui ont porté plainte, et l'un lui a porté plainte parce qu'il lui avait donné des chèques qui ont été rejetés par la banque. C'est-à-dire qu'il tourne en rond, et en réalité, Sean Kingston est vraiment pour moi l'exemple du gars qui vit une vie qui n'est pas la sienne en fait. C'est-à-dire que depuis le début de sa carrière, là où il avait menti sur son petit mensonge, il continue permanemment d'essayer de montrer une image qui n'est pas la sienne, parce que cette image-là semble être pour lui l'image du succès. Récemment encore, il y a un TikToker qui a fait un petit TikTok. Ça a buzzé sur sa chanson Beautiful Girls. C'est pas Sean Kingston là appelé pour pouvoir lui faire un home tour de sa maison, pour montrer comment sa maison est belle, comment il n'est pas blanc, qui lui a montré toutes les pièces et tout. Studio. Yep, for sure. Right here's my office. Et ça m'a fait de la peine pour lui parce qu'il continue d'essayer de montrer qu'il est riche, qu'il est vraiment successful et ce genre de choses. Alors qu'on sait tous qu'effectivement, il n'est peut-être pas pauvre comme nous là, mais il n'a pas le même niveau de vie qu'il avait il y a 10 ans, et c'est normal en fait. Ce n'est pas parce qu'il va montrer des super grosses maisons et de super grosses voitures qu'on va le respecter. Or, dans son cerveau, il pense toujours comme un certain monde du hip-hop américain, c'est-à-dire qu'il faut que je montre que je suis riche pour qu'on me respecte, mais il le fait de façon tellement gauche que ça finit toujours par se retourner contre lui. Récemment encore, il était dans un podcast aux États-Unis avec plusieurs journalistes féminines, et il a dit qu'en fait, il avait un harem de femmes. Il a 10 femmes à sa disposition avec lesquelles il tourne à chaque fois. I got 10 girls and I keep Rotation. rotate, yeah. Oh my God. 10. Là, vous voyez clairement ce qu'il veut faire. Il essaie vraiment de dire que vraiment je suis un vrai, les filles, même je suis riche et ce genre de choses. Sauf que ce n'est pas du tout passé chez lui. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et en plus, il a ajouté un détail qui, selon moi, est absolument scabreux. Il a dit qu'il faisait tout ça sans se protéger parce que lui, il n'aime pas la capote. En fait, il est symptomatique de ce que beaucoup de gens ont quand ils entrent dans l'univers musical. Et d'ailleurs, je crois que c'est Pete Bacardi qui a fait une super interview dessus où il expliquait que quand il est arrivé, effectivement, on lui a donné beaucoup d'argent, il a tout dilapidé. Et c'est quelques années après qu'il a fini par se dire, putain, il me faut une vraie éducation financière pour pouvoir me structurer dans le game. Or, Sean Kingston, son problème, c'est que lui, dans sa tête, l'image qu'il vend sur les réseaux sociaux, ce qu'il fait paraître comme étant du succès, les bijoux et ce genre de choses, sont ce qui va lui permettre de rester successful. Bélier, croire en nos rêves. Or, il n'arrive pas à comprendre que c'est l'inverse. Plus il pousse dans ce sens-là, sachant que les gens ont déjà son casier judiciaire de multiples arnaques, parce qu'au final, il finit par passer pour un arnaqueur professionnel de joaillier, parce que c'est ce qu'il est en fait, pour ne pas payer autant de joailliers sur autant d'années, pour des trucs aussi stupides, parce que quand on y pense, franchement les gars, ça sert à quoi d'acheter autant de bijoux? Bah ça sert à nous montrer sur internet que lui, il est frais, lui, il a beaucoup de bijoux, même s'il ne paie pas, il pèse toujours dans le game, et cette mentalité-là, même s'il lui semble croire que c'est celle de la richesse, en réalité, c'est celle de la pauvreté, parce que c'est ça qui sert à l'appauvrir et qui fait en sorte que pour moi, c'est un des artistes dont la carrière sur le long terme est la plus fragile. Parce que pour le moment, il réussit encore à tenir parce que son hit Beautiful Girls ne date pas de si longtemps que ça. Donc il fait encore des shows. Mais s'il continue à tenir, les revenus vont continuer à graduellement baisser en fait. Parce que plus ça se décroche de ton plus gros hit, plus petit à petit, tu peux commencer à avoir tes revenus qui baissent par show. Surtout que bon, effectivement, il peut avoir TikTok qui le relance par-ci, par-là. Là, il essaie de sortir un autre album qui devrait s'appeler Deliverance, mais ça ne prend pas de ouf. Donc, il se peut qu'il n'ait plus de gros hits et il reste peut-être un gars qui a fait des hits à une période précise. Donc, si ça continue de baisser et qu'il continue à mener ce niveau de vie-là
il peut finir totalement par retourner vers ce vers quoi il a commencé, à savoir pas grand chose avec sa mère et sa sœur qui dès le départ, elles aussi avaient été incarcérées pour malversation financière. Bref, je voulais aborder avec vous cette petite histoire de Sean Kingston, pas simplement musicale, parce que musicalement, je ne l'ai jamais vu durer sur le long terme, et en réalité, sa structure musicale, sa longévité ne m'a jamais surpris. En revanche, cet autre aspect de sa personnalité, qui est commune à plusieurs autres artistes sur la scène hip-hop, me paraît beaucoup plus intéressante, et c'est pour ça que je veux vos avis en fait. Que pensez-vous de son nouveau rôle plus ou moins de façade, qui correspond aussi à cette image que le hip-hop vend? Est-ce qu'il l'applique bien? Est-ce que pour vous, les gens sont trop durs à se moquer de lui comme ça? Ou alors, est-ce qu'il faut qu'il ait un wake-up call et se rendre finalement compte que bon, il faudrait peut-être reconstruire depuis la base que d'essayer de faire vivre de façon plus ou moins artificielle un succès de façade dont il n'a pas besoin en fait. Les gens qui vont voir Sean Kingston en ce moment dans les shows n'ont pas besoin de savoir qu'il est super riche et qu'il a de grosses Bentley et que sa maison fait 1000 mètres carrés en fait. S'il vit dans une maison plus petite, qu'il a moins de bijoux et qu'il fait des économies pour produire ses albums en indépendant, ça ne va pas le tuer, ça peut au contraire lui servir sur le long terme parce qu'effectivement, vu comment il vit actuellement, vu combien de chèques sont rejetés par-ci par-là, il se peut que les mauvais jours arrivent beaucoup plus vite qu'il ne le pense. Et ça peut faire partie d'une analyse prochaine sur la manière dont on voit la richesse de façon générale dans le monde du hip-hop et même ces bijoux-là qui pour beaucoup sont totalement faux. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo. J'attends vos avis dans les commentaires. Je vous lirai avec passion. Dites-moi ce que vous pensez de sa carrière, de ce qui lui arrive actuellement. Est-ce un arnaqueur? Est-ce quelqu'un de perdu? Ou alors est-ce quelqu'un de tout à fait normal dans la société dans laquelle nous vivons? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.